faut reconnaître qu'au cours de ces dernières années, le Togo, notre pays, est sur une lancée de progression en termes de conditions qu'il faut réunir pour aller à un scrutin inclusif, participatif et puis transparent. Vous savez, les élections législatives et régionales qui ont eu lieu le 29 avril dernier est une célébration de la démocratie togolaise parce que les autorités publics en place dans notre pays ont su jouer leur partition. En amont, vous savez qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour que les conditions adéquates soient réunies pour qu'on ait un scrutin, non seulement un scrutin transparent, mais un scrutin participatif et inclusif. Vous savez que le gouvernement a mis en place ce qu'on peut appeler le cadre permanent et de concertation. Donc le cadre permanent de concertation est un mécanisme qui permettait à ce que l'ensemble des acteurs politiques de notre pays puissent mettre sur la table donc un certain nombre de préoccupations liées donc à l'organisation des élections législatives et régionales. Et dans la foulée, vous savez que les différentes préoccupations des acteurs politiques ont été transformées en des recommandations donc qui ont été soumises au gouvernement. Et à son tour, le gouvernement a fait en sorte que ces différentes recommandations ont été transformées en ce qu'on peut appeler des modifications qui ont été apportées donc à la loi électorale. Donc en amont, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour permettre à ce que nous puissions aller à des élections législatives et régionales inclusives, participatives et transparentes. Alors au-delà, vous savez que depuis un certain temps déjà, nous avons opté pour une forme de commission électorale nationale indépendante. Donc aujourd'hui, que ce soit au niveau de la commission électorale nationale indépendante, au niveau des commissions électorales locales indépendantes, au niveau des bureaux, au niveau des centres de vote, au niveau des bureaux de vote également, nous avons une certaine représentativité diversifiée de l'ensemble des acteurs. Donc vous retrouverez au sein de ces différentes instances qui est chargée donc de l'organisation donc des élections dans notre pays, non seulement la majorité parlementaire, donc le parti politique qui est au pouvoir. Vous retrouverez comment l'appelle-t-on, les représentants donc de l'opposition parlementaire. Vous retrouverez également les représentants donc de l'opposition extra-parlementaire, les représentants de l'administration, mais également les représentants donc de la société civile. Donc c'est pour vous dire qu'en amont également, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par les plus hautes autorités de notre pays sous le leadership du président de la République pour faire en sorte que les acteurs puissent être rassurés par rapport aux différentes conditions qui sont exigées en termes de transparence, en termes d'inclusion, en termes de participation, mais également en termes de vérité des urnes. Au-delà, vous savez, je pense qu'il faut reconnaître que, contrairement à ce que nous avons vu en 2018, où les gens ont promis qu'il y aura du feu et de la flamme par rapport à un certain nombre de revendications qu'ils avaient, des revendications politiques. Donc, nous avons connu un jour de scrutin assez crispé, un jour de scrutin où l'atmosphère était un peu mouvementée parce qu'il y avait une certaine peur au niveau au sein donc de la population. Mais cette année, contrairement à ce que nous avons pu voir en 2018, mais également parce qu'au-delà de ça, nous avons organisé les élections présidentielles de 2020, mais l'élection de 2024 véritablement marque une certaine maturité politique donc des différents acteurs donc qui animent la scène politique de notre pays, mais également un esprit patriotique et citoyen. Donc on a pu donc vivre un scrutin apaisé, un scrutin transparent véritablement, parce que avec les différents représentants des formations politiques dans les différentes instances qui sont chargés donc de l'organisation de ces élections-là, mais également avec une certaine, je dirais une certaine facilité donc dans la conduite donc de la campagne électorale, où les différents acteurs politiques ont été vraiment libres sur le terrain pour aller à la conquête donc de l'électorat. Et au-delà, vous savez que le gouvernement a décidé également d'apporter ce qu'on appelle le financement public donc à la campagne électorale. Donc un budget de 650 millions ont été donc octroyés donc aux différentes formations politiques avec un certain nombre de modalités donc de répartition entre les différentes listes électorales. Donc de façon globale, je pense que nous avons assisté à un scrutin apaisé, à un scrutin libre véritablement, un scrutin
qui marque une certaine maturité politique, également le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Parce qu'au regard de ce qu'on peut dire avec les différentes observations électorales qui ont eu lieu dans notre pays, que ce soit les observations nationales, notamment un certain nombre d'organisations nationales comme le CACID, comme Nouveau Droit de l'Homme, nous avons également les observations internationales comme celle de l'Union européenne, nous avons également celle de la CEDEAO, autant pour moi. Toutes ces observations donc conviennent à dire que nous sommes allés à un scrutin libre véritablement et que tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Vous savez que l'œuvre humaine étant perfectible, il peut y avoir des petits il peut y avoir des petits problèmes qu'on a pu constater par ici et par là, mais de façon globale, tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je pense que c'est le lieu de féliciter non seulement le gouvernement qui a su mettre en œuvre un certain nombre de conditions, qui a su réunir les conditions adéquates pour qu'on ait un scrutin législatif et régional crédible, apaisé véritablement. Également l'ensemble des acteurs politiques, donc les formations politiques qui ont adopté un comportement responsable, patriotique, et c'est le Togo qui en sort gagnant véritablement. Alors, vous savez que depuis quelques jours déjà, notamment au lendemain donc du scrutin qui a eu lieu le 29 avril, la Commission électorale nationale indépendante a commencé par donner les tendances au niveau des différentes séries sur toute l'étendue du territoire national. Le premier enseignement qu'on peut retenir, ça reste véritablement les tendances. Ce ne sont pas les résultats provisoires, mais on se rend compte que véritablement le parti au pouvoir, c'est-à-dire Union pour la République, est en passe de remporter la plus grande partie des sièges en jeu, que ce soit pour les législatives ou pour les régionales. Le deuxième enseignement qu'on pourra tenir, c'est que vous avez, contrairement au passé, vous avez des partis, qu'on peut dire, des partis de l'opposition traditionnelle, notamment l'ANC, la DMP, tout ça là, tous ceux qui ont appelé la population à boycotter les élections en 2018 ont fait leur retour véritablement et ont représenté les candidats dans les différentes circonscriptions électorales. Le troisième enseignement, c'est qu'on se rend compte que par rapport aux différentes tendances qui ont été données par la CENI jusqu'à ce jour, on se rend compte que véritablement, non seulement l'opposition parlementaire, mais également l'opposition extra-parlementaire n'ont pas pu donc convaincre donc l'électorat. Les candidats qui sont présentés dans les différentes circonscriptions électorales n'ont pas véritablement séduit donc les populations pour que ces populations portent leur voix sur leur candidat. Donc, je pense que nous sommes en train d'aller vers une certaine débâcle, non seulement de l'opposition parlementaire qui a eu du mal à convaincre et à ce que le mandat leur soit renouvelé, mais également l'opposition extra-parlementaire qui a marqué de son absence au niveau de l'Assemblée nationale au cours de ces 5 dernières années, donc au cours de la 5e législature. Et vous savez, lorsque vous vous absentez longtemps, c'est souvent compliqué, difficile donc de retrouver l'électorat, et nous avons pu observer que les différentes stratégies qui ont été mises en place par cette opposition-là n'a pas réussi donc à convaincre donc l'électorat donc de porter leur voix sur leurs différents candidats dans les circonscriptions électorales. Mais au-delà, je pense que le principal enseignement qu'on pourra tenir, c'est tout le débat qu'il y a eu autour de cette élection-là. Vous savez, contrairement à ce que les gens peuvent penser par rapport à ces allégations de fraude, à ces allégations de bourrage d'urnes, je pense qu'il est important qu'on fasse ce qu'on appelle de la pédagogie donc au sein de la population. Vous savez, au niveau de la CENI, vous avez une représentation diversifiée des différents acteurs politiques. C'est de la même manière quand vous allez au niveau de la CENI, vous avez également une certaine représentation représentative donc des différents acteurs. Au niveau des bureaux de vote également, vous avez ce qu'on appelle les représentants donc de la majorité, comment l'appelle-t-on, parlementaire, c'est-à-dire que le parti au pouvoir, mais également les opposants. Donc, ce qui est fait, c'est que le mécanisme qui a été mis en œuvre, et je pense que c'est tous ces éléments qui nous donnent donc cette force-là, de dire véritablement que il est quasiment impossible d'imaginer que
ben, au sein de ces différentes représentations, donc de la CENI, que ce soit au niveau de la CENI, au niveau des bureaux de vote, il est quasiment impossible de prétendre à ce qu'il y a eu des bourrages d'urnes, qu'il y a eu des fraudes massives et tout cela, qui sont prônées donc par l'opposition perdante, qui nous a habitués au cours de ces dernières années par ces mêmes discours-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez un bureau de vote, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un président rapporteur. Et selon la loi, il ne peut y avoir un rapporteur et un président issus du même bord politique. C'est-à-dire que quand vous prenez un bureau de vote dans un centre de vote quelconque, dans la région maritime, vous ne pouvez pas avoir dans le bureau de vote en même temps le président qui est issu du parti au pouvoir et en même temps le rapporteur qui est issu du parti au pouvoir. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est fait en sorte que dans les différents bureaux de vote, il y a des cahiers qui ont été mis à la disposition donc des membres donc du bureau de vote, et à la fin du scrutin, ben, le PV est obligatoirement signé par le président et le rapporteur. Donc ce PV-là, normalement, c'est vraiment une preuve palpable pour dire qu'en réalité, voilà tel nombre de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, voilà tel nombre de personnes qui se sont déplacées pour voter, voilà le bulletin, le suffrage exprimé véritablement, voilà les bulletins nuls et tout cela. Donc, quand tout ça là est fait, le président et le rapporteur vont au niveau de la CENI de leur localité pour communiquer. Et au niveau des membres de la CENI, il y a également les représentants des différents bords politiques qui sont membres donc de la commission électorale nationale indépendante, de la commission électorale locale indépendante. Mais au-delà également, vous avez les délégués des partis politiques qui ont également eu l'occasion de siéger dans les bureaux de vote. Donc, ils vont au niveau de la CENI avec les observateurs pour communiquer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, vous imaginez dans ce scénario-là la possibilité de prétendre à ce qu'il y a eu de fraudes, des bourrages d'urnes. Ça veut dire qu'en réalité, non seulement nous avons une opposition qui n'admet pas ou qui a l'esprit de mauvais perdant, on peut le dire ainsi, ou carrément il n'y a pas eu une formation politique d'un représentant des formations politiques de l'opposition au sein de ces différentes instances-là, notamment au niveau des différents bureaux de vote dans les centres de vote sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, toutes ces allégations de fraude, de bourrage d'urnes et tout ça là, je pense que nous sommes habitués au cours de ces dernières années par ce même discours-là, porté par ceux qui ont des difficultés donc à mobiliser sur le terrain, qui ont eu même des difficultés à convaincre les gens. Et c'est dans ce système-là que nous retrouvons encore cette fois-ci. Et je pense que le peuple est fatigué de tous ces discours-là. Je pense que le peuple doit prendre conscience véritablement que, en réalité, ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer comment l'appelle-t-on, c'est de pouvoir exprimer donc sa voix véritablement à travers donc le droit de vote qui est constitutionnellement garanti par le constitution togolais, mais au-delà également de faire en sorte que nous puissions également travailler ensemble à préserver cette paix-là, ce climat de paix qui règne dans notre pays, et ceci grâce aux différents efforts donc consentis par les plus hautes autorités de notre pays, notamment sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé. Vous savez, dans un pays démocratique comme le nôtre, je pense qu'il y a à peu près deux moyens de mécanismes d'expression populaire. Le premier élément, c'est le vote. Le vote est un droit et en même temps un devoir civique. Parce que c'est l'un des moyens qui est donc réservé donc au peuple pour pouvoir participer donc à la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire que lorsque vous exprimez votre voix au cours d'une élection quelconque, comme ce que nous avons assisté le 29 avril dernier dans le cadre donc des élections législatives régionales, vous participez donc à désigner ceux qui doivent incarner les différentes institutions de la République. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pouvoirs. Donc j'ai entendu beaucoup dire, par exemple, bon, nous votons toutes les années, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça vaut la peine de voter alors qu'on connaît déjà les résultats? Je pense qu'il est important qu'on évite de porter de tels discours dans les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, parce qu'en réalité, lorsque nous n'avons pas les preuves, lorsque nous n'avons pas des éléments palpables pour soutenir les propos que nous tenons, nous versons dans la désinformation. Je pense que les populations doivent comprendre qu'en réalité, ce qui est important, c'est de pouvoir exercer ce droit-là et ensuite de faire en sorte que ce droit-là puisse être sécurisé, puisse être garanti véritablement. Parce que lorsque les gens se disent qu'en réalité,
ben, lorsqu'ils se déplacent, ils ne se déplacent pas, ça ne changera absolument rien. Ben, moi, j'ai une autre question à leur poser, mais quand ils ne se déplacent pas, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent arriver à obtenir ce qu'ils veulent véritablement? Je pense qu'il faut que les populations comprennent parce qu'il y a une certaine démotivation. Il y a une certaine démotivation par rapport à un certain nombre de comportements des acteurs politiques, par rapport à un certain nombre de comportements par les années antérieures où une partie donc de la classe politique a appelé à un moment donné les populations à boycotter les élections. Je pense que ça a marqué véritablement l'esprit donc des Togolais. Et là, les Togolais ont du mal véritablement à se déplacer, à aller exprimer leur voix. Vous avez vu l'engouement qui a eu lieu lorsqu'il s'agit de s'inscrire sur la liste électorale. Aujourd'hui, c'est vrai que la CENI, par rapport à un certain nombre de situations, a dû éclater un certain nombre de bureaux de vote pour faire en sorte qu'il y ait une certaine fluidité, une certaine facilité pour les Togolais pour pouvoir aller voter. Donc, c'est pour cela que vous verrez sur le terrain, pour ceux qui sont allés voter véritablement, que vous ne pouvez pas avoir plus de 350 électeurs dans un bureau de vote. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Pour le moment, nous n'avons pas un pourcentage, un taux comment l'appelle-t-on, communiqué par la Commission électorale nationale indépendante en termes de participation donc des électeurs donc à cette élection. Mais je pense que il y a une certaine démotivation au sein donc de la population. Et il est important qu'on travaille à mobiliser les gens, à conscientiser les gens que c'est véritablement un des moyens qui nous garantit notre participation dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'au-delà, l'autre moyen, c'est que si vous êtes des groupes organisés, ben vous pouvez exercer au plan local ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Au plan local comme au plan national, il y a des mécanismes qui ont été développés, standardisés au plan international, qui nous permettent, lorsque nous sommes un groupe organisé, de participer véritablement, c'est-à-dire qu'au contrôle donc de l'action publique, et en le faisant, participer donc à la gestion donc des affaires publiques. Le deuxième élément qu'il faudrait, en termes d'enseignement qu'il faudrait tirer, je pense que au lendemain des élections, nous avons vu un certain nombre de vidéos circuler. Nous avons vu des vidéos qui ont été montées à dessein véritablement dans un but de nuire le processus qui est en cours, dans un but de discréditer, dans un but de décrédibiliser le processus qui est en cours, alors qu'en réalité, l'ensemble des acteurs qui ont pu superviser ces élections-là, qui ont pu observer les différentes étapes, qu'on vient à dire qu'en réalité, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions, qui a le caractère inclusif, le caractère participatif, donc qui incarne donc tout le processus qui a été, comment l'appelle-t-on, conduit de bout en bout par les différents acteurs, notamment le gouvernement, les formations politiques, la société civile et l'administration. Je pense qu'il faudrait saluer cet aspect-là. Mais ce que nous devons corriger, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes-là qui, consciencieusement, inconsciencieusement, participent donc à la désinformation de la population, qui divulguent sur les réseaux sociaux des informations fausses. Je pense qu'il faudrait que les autorités prennent des mesures adéquates pour punir d'une manière exemplaire véritablement ces présumés auteurs-là de troubles à l'ordre public véritablement. Ces différents auteurs-là qui essaient de s'aimer la zizanie, qui essaient de s'aimer le trouble, le doute au sein de la population pour faire en sorte que les gens puissent se révolter, tout ça là. Et ce qui me cœur véritablement, c'est que dans le lot, vous allez retrouver des journalistes qui sont censés être des personnes qui ont reçu une formation adéquate pour informer véritablement les populations, qui s'adonnent donc à la propagande donc de ces différentes informations-là, qui sont considérées comme des fausses informations. Je pense que le gouvernement doit prendre des mesures adéquates dans ce sens-là pour essayer d'encadrer, de punir véritablement ces personnes-là et qu'on puisse améliorer au fur et à mesure le scrutin. Et nous sommes en train de montrer, le Togo est en train de montrer sa maturité politique, sa maturité démocratique à travers ces élections-là que nous avons organisées avec brio le 29 avril 2024 dernier. Et c'est à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs, notamment du gouvernement, de la société civile, des acteurs politiques, mais également de l'administration.